Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, vous allez me dire, waouh, où sommes-nous? On est dehors. Alors, je sais pas ce que vous voyez. Enfin, en fait, je sais ce que vous voyez puisque je viens de regarder ce que vous voyez. Euh, Littéralement, je suis passé au même endroit hier en faisant une balade. Le soleil était bleu. Et en fait, le soleil, il est bleu juste là, derrière vous. Et je me suis dit, ça pourrait donner un truc de ouf comme plan. Enfin, un truc de ouf. Voilà quoi. Mais un plan, voilà, vous auriez eu le soleil bleu derrière moi. Et voilà le soleil d'aujourd'hui, le ciel d'aujourd'hui, qui est gris. Là-bas, je sais pas si vous voyez, mais il y a un petit, pas une tornade, mais un petit truc qui est rond là-bas. Rien à voir avec une tornade. Donc voilà, c'est la vidéo d'aujourd'hui. Comme d'habitude, on est lundi. Je suis censé poster la vidéo demain à 16h36 et je la tourne la veille. Mais en même temps, ça va un peu avec la vidéo d'aujourd'hui, avec le thème. Parce qu'aujourd'hui, je voulais parler d'échecs. Parce que comme certaines personnes qui peuvent me suivre parmi les 5 followers, déjà, merci. Non mais en vrai, de chez vrai, genre merci à tous les gens qui commentent. Parce qu'en fait, pour le moment, je connais les gens. Je connais les gens qui commentent, je connais les gens... Je connais pas tous les gens qui me suivent, mais je connais les gens qui commentent. Et en vrai, genre, c'est grave gentil. Genre, pour de vrai, c'est grave gentil. Je m'attendais pas du tout que même une personne soit intéressée par ce que je raconte. Merci beaucoup pour la vidéo de la semaine dernière euh, où j'ai fait ce clip et ce son. J'ai encore reçu un message aujourd'hui d'une amie chère à mon cœur qui m'a demandé de lui envoyer le son parce qu'elle voulait l'écouter genre dans sa vie genre. Et j'étais en mode genre trop cool, trop gentil, je t'aime d'amour. Et et en fait, je sais plus ce que je voulais dire. Mais du coup, voilà, il y a eu cette vidéo la semaine dernière. Et à la base, je voulais vous poster aujourd'hui une vidéo, enfin demain, une vidéo un peu plus chill ou justement un peu plus, ouais, vas-y, on discute, genre. Et j'ai reçu un message hyper gentil d'une personne qui m'a dit j'ai adoré ton montage et tout, c'était trop cool de mettre la vidéo, enfin le clip au milieu de la vidéo comme ça et tout. Et j'étais en mode waouh, trop ingénieux. Parce qu'en fait, je l'ai fait, mais en vrai, j'ai pas réfléchi à la manière dont je le faisais. C'est-à-dire, pour moi, c'était logique de le faire comme ça. Euh, et donc, dans ma tête, je me suis dit, ah, il y a une personne qui aime ça, donc il faut que je le fasse tout le temps de cette manière. Du coup, je me suis foutu un peu la pression en mode, ouais, il faut absolument que je refasse une musique cette semaine. Et, euh, et en fait, bizarrement, j'ai pas réussi. Je me suis foutu la pression seul en mode genre ouais, il faut absolument que je refasse la même chose parce qu'il y a des gens qui ont aimé et tout, alors que j'avais prévu de faire cette vidéo à la base. Si vous entendez un peu de bruit, genre là, les carillons d'une cathédrale ou d'une église, manarf, j'en ai aucune idée. Je sais pas c'est quoi la différence en vrai. J'ai pris le micro parce que comme je suis dehors et que ça est plus un mood podcast, j'espère que vous allez mieux entendre comme ça. Et oui, c'est une chaussette. Ah, je vais tourner parce qu'il y avait la marque. Bon, on s'en fiche un peu, hein. Mais c'est. J'allais dire c'est pas sponsorisé. Imagine une marque de chaussettes qui me sponsorise pour mettre la chaussette sur mon micro. En fait, c'est juste que j'avais une bonnette, mais mon chien l'a mangée. Enfin, naturellement, quoi. Comme ce qui se passe toujours dans la vie. Mais du coup, cette semaine, je voulais vous parler d'échecs parce que il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas, mais enfin, j'ai fait partie du championnat des échecs euh, internationaux entre mes 10 et 17 ans. Et ça a été une... bien sûr que non. Je trouvais que c'était une blague assez drôle, je sais pas si vous ça vous fait rire. Moi ça me fait rire. Par contre, je voulais vous parler d'échecs en fait, parce qu'en fait c'est une idée qui m'est venue il y a 2 ans. En fait, ce podcast, cette idée de discuter sur l'échec, c'était un premier épisode d'un podcast que je voulais appeler Pensée vagabonde. Désolé, j'ai fermé les yeux. Je ferme les yeux quand je réfléchis. Cet épisode même, en fait, c'est vraiment littéralement la définition, pas de l'échec, mais un peu genre en mode, même si j'estime que l'échec, ça n'existe pas vraiment. C'est juste on essaye de faire des choses, on tente, et puis c'est pas grave en fait si on se casse la gueule. Et, mais on va en discuter. Et du coup,
En 2023, j'ai enregistré un podcast. Décembre 2023, j'aime pas, je recommence en février 2024. Cette fois-ci, genre vraiment, je travaille l'épisode et tout. J'essaie de faire un truc un peu plus formaté, entre guillemets, un peu plus exposé présentation. Et, euh, et j'aime pas. Et en fait, je le poste pas, alors que vraiment, j'avais tout travaillé, l'ADA du podcast et tout. Et du coup, là, on est en 2025, on est en mars 2025. Et demain, je vais le poster, c'est sûr et certain, puisque je me suis mis cette limite tous les mardis à 16h36, justement, pour pouvoir, comme c'est ça l'objectif, en fait, c'est de créer un truc toutes les semaines, et peu importe, de pas avoir honte, en fait, quand c'est pas ouf. Et justement, de contrer cette idée de l'échec. Et c'est pour ça que je voulais en parler. Pour revenir au tout début de ma vie, genre, je dirais que l'échec, moi, je l'ai appris directement, en vrai, à l'école. Je pense que comme tout le monde, comme beaucoup de gens, en tout cas. Euh, Moi, je me rappelle que le système des notes, enfin, moi, c'est pas du tout un truc. Ma scolarité, ça n'a pas du tout été un truc très positif pour moi, en fait. J'ai rencontré des gens sympas. J'ai vraiment dit des gens sympas. Non, mais j'ai rencontré, je pense notamment à une personne, mais j'ai rencontré même d'autres personnes. J'ai rencontré des gens qui sont encore dans ma vie aujourd'hui. Mais, et même j'ai rencontré des élèves même qui sont pas dans ma vie aujourd'hui, mais que si je les recroiserais aujourd'hui, je serais ravi de discuter avec elles, surtout beaucoup, parce qu'en fait j'ai rencontré beaucoup de femmes, enfin on était des enfants à l'époque, donc beaucoup de filles, mais euh, qui sont aujourd'hui des femmes, je l'espère pour elles, j'espère que tout se va bien dans leur vie. À chaque fois, je pars dans le négatif, faut pas que je parte dans le négatif, mais ouais, la scolarité, moi ça a jamais été un truc cool en fait pour moi. C'est-à-dire le système des notes, le système d'être comparé constamment. En fait, je suis d'origine maghrébine. Mon père est marocain, ma mère est algérienne. Je suis né en France, j'ai grandi en France. Et comme chacun le sait, la France a basé sa richesse sur le colonialisme, euh, donc sur le racisme. Et moi, j'ai grandi dans un petit village où on était la seule famille de personnes racisées, littéralement. Euh, et en fait, très jeune, j'ai été justement face à ce truc de les gens comme moi, de toutes les façons, ne sont pas faits pour réussir en fait. Donc il y a eu aussi ce truc de, en fait, quand t'es une personne racisée, quand t'es une personne queer, moi j'ai été très jeune rapporté à ma sexualité, que je n'avais pas, hein, on s'entend, mais très jeune à cette discrimination d'homophobie, de transphobie. En fait, c'est comme si ça te ferme des portes que t'as même pas essayé d'ouvrir, quoi. Dès le départ, on te dit, toi, t'es dans cette case et t'es fait pour être nul. Enfin, et c'est pas du tout, par contre, un discours victimaire. Ce sont juste des faits. S'il y a une personne qui regarde cette vidéo et qui trouve que bah, je suis un peu trop, je me victimise, bah en fait, juste, c'est pas grave, vous pouvez partir de la vidéo. Comme je l'ai dit, cette chaîne YouTube, c'est juste un endroit où moi je vais balancer des trucs qui me font plaisir. J'estime que je me remets assez en question, pas que je me remets assez en question, mais que je suis une personne qui se remet en question, qui doute beaucoup. Donc bien sûr que s'il y a des choses que je dis mal, n'hésitez pas à me dire, genre, en fait, ça, c'est pas très cool de l'avoir dit. Mais concernant ma vie et mes expériences, euh, en fait, il y a un moment dans la vie, c'est des faits. Et en plus, pour aller encore plus loin dans le discours, être une victime, c'est pas. Enfin, en fait, être une victime, c'est pas être victimaire. Bref, tout ça pour dire que, par exemple, je me rappelle d'une professeure d'anglais qui avait décidé un jour. Cette anecdote, elle est folle. Euh, Prof d'anglais, en plus moi à l'époque j'adore l'anglais, enfin vraiment je chante toute la journée, je vais être une superstar. Genre vraiment, genre je chante tout le temps, c'est comme ça que j'ai appris l'anglais. Moi j'ai appris les langues en regardant des films et, euh, et en chantant des musiques et en les traduisant. Je me rappelle très bien de ma mère qui me dit, je passais mon temps à chanter et elle me dit est-ce que tu sais ce que tu racontes ou pas? Et je lui avais répondu non. Et en fait c'est la seule fois de ma vie où je me suis dit en fait à partir de maintenant quand je chante un truc je veux savoir ce que je dis genre. Et du coup je traduisais tout. Et tout ça pour dire que j'arrive en anglais, on fait un examen, et quelques jours après, elle nous rend la copie, et elle nous dit par contre, j'ai remarqué que j'avais fait beaucoup d'erreurs, donc juste, on va recorriger ensemble, et vous venez me voir à la fin du cours si j'ai oublié des points, quoi. Je me rappelle, j'avais eu 13, et bref, on fait ça, et je me rends compte que, bah, en fait, elle m'a oublié beaucoup de points, et que j'ai genre 18, ou 15, je sais plus, enfin bref, peu importe, j'ai une meilleure note. Et je vais la voir à la fin du cours, et je ne sais où, je sais pas d'où c'est sorti de sa tête, elle a commencé à m'engueuler
et à me dire que j'avais triché, que c'était pas normal que j'ai des bonnes notes. Vraiment, c'est un peu ce genre de discours qu'elle a eu. Et elle a décidé elle m'a dit, à partir de maintenant, je vais photocopier toutes tes copies pour être sûr que tu triches pas. Et elle a photocopié toutes mes copies jusqu'au jour où elle a croisé ma mère dans une salle de sport. Cette anecdote est folle parce que ça n'a aucun sens en fait. J'en avais parlé à ma mère et ma mère en a parlé avec elle. Et elle a dit genre en mode non mais je vais arrêter, nanana. Mais pourquoi? Parce que je vais vous le dire tout de suite. Euh, Il y a beaucoup de gens mais en fait qui n'ont pas d'exemple. Il y a tellement peu de représentation dans le pays dans lequel on vit et dans le monde dans lequel on vit que quand elle a vu ma mère, et je le sais en fait parce que c'est pas la première fois que ça arrive. Ma mère est une femme qui a la peau claire, la peau blanche, qui a des taches de rousseur. Enfin, euh, et en fait, quand les gens la voient, au premier abord, ils peuvent se dire cette personne n'a pas d'origine étrangère, en tout cas pas d'origine du continent africain. Je suis la première génération qui est née en France. C'est drôle en fait le racisme. Est-ce que c'est drôle? C'est pas drôle, mais et du coup, donc, il y avait ce genre de choses déjà où à l'école, comme je viens de le dire, genre il y a plein de points en fait, même sur mon identité queer, qu'on m'a attribué très jeune, sans même que je comprenne ce que ça veut dire. On m'a pas attribué une identité queer, on m'a attribué une sexualité. On m'a sexualisé très jeune, comme beaucoup d'enfants malheureusement. Et toutes ces choses ont fait qu'en fait, bah, par exemple, quand tu vas en cours et que tu as des bonnes notes et on te dit qu'en fait tu as triché, parce que c'est pas la première fois qu'on m'a dit ça, bah, en fait, au bout d'un moment, moi, ça m'a saoulé. Et je me rappelle très bien me dire, bah, en fait, ça sert à quoi que je travaille? Quand je travaille, ça va pas. Quand je travaille pas, ça va pas. Donc, de moi-même, en fait, je sais que plusieurs fois, je me suis mis à l'échec. Ça me fait rire maintenant, mais quand je vous dis qu'il y avait aucun professeur qui pensait que j'allais avoir mon bac, alors qu'il y avait des gens quand même, enfin, je veux dire, qui avaient des notes un peu moins bien que moi, quoi. Et mais moi, tous mes profs me disaient, tu n'auras pas le bac. Et j'étais en mode, on dirait le bac, c'est genre déjà un truc de ouf. Il y a plein de gens qui ont pas le bac qui font des choses grandioses. Mais aussi, genre, enfin, c'est pas, ça m'étonne. Aujourd'hui, avec le recul, j'ai 28 ans, je le rappelle, hein. Donc, moi, j'ai passé mon bac il y a 10 ans. euh, et je veux pas m'excuser de ce que je dis, parce que, enfin, en fait, c'est beaucoup de temps de réflexion, beaucoup de temps de thérapie aussi, pour comprendre toutes ces choses-là. Euh, et même par la suite, pour plein de raisons, et aussi parce que, bah, en fait, toujours le patriarcat dans lequel on vit, j'ai pas osé faire des choses, enfin, je sais pas si vous l'avez compris un peu, mais euh, moi, je suis une artiste, quoi. Enfin, genre, quand je dis une artiste, c'est dans le sens où j'ai envie de faire de ma vie de l'art. J'aime beaucoup créer des choses. J'aime beaucoup. Un jour, ma sœur, elle m'a dit cette phrase. Je sais plus, on était dans Paris, on marchait. euh, J'adore ma sœur, je l'aime. Et on marchait, et, euh, et je sais plus, je raconte des trucs. Et elle me dit, mais tu racontes n'importe quoi, ou je sais plus ce qu'elle me dit. Et je lui dis, mais non, je mens pas, je raconte des histoires. Elle m'a regardé, elle m'a dit, mais note cette phrase, note cette phrase. Et en fait, moi, c'est ma passion de raconter des phrases. Je sais pas si, de raconter des histoires, pardon. Je sais pas si c'est un truc un peu de, comment on appelle ça? Un mécanisme de défense, un peu, tu sais, de raconter, parce que je sais que toute ma vie, j'étais dans ma tête, genre. Je me rappelle quand j'étais enfant, à l'école, les cours, je les écoutais pas, quoi. Et pourtant, j'avais des bonnes notes, hein. Enfin, après, j'ai arrêté d'avoir des bonnes notes après le collège, je pense. J'ai un rapport compliqué avec la scolarité, avec les professeurs. Je suis pas en train de dire, j'ai rencontré des gens de mon âge, même des gens plus âgés, des professeurs très bons, mais malheureusement, j'ai pas été face à beaucoup de professeurs avec beaucoup d'empathie et en fait, beaucoup de respect. Moi, j'avoue que là, je suis en train de parler de professeurs, alors que c'est pas du tout le sujet, mais moi, quand j'étais jeune, j'avais un gros, et encore aujourd'hui, j'ai un gros problème et un trigger avec les gens qui sont pas respectueux et respectueuses. Et en fait, quand je me rappelle quand j'étais enfant, il y avait quand même des adultes qui se permettaient des comportements où j'étais en mode, en fait, c'est pas parce qu'on est enfant que vous avez le droit de vous adresser à nous de cette manière. Et par exemple, j'aimais pas du tout la phrase. Un jour, j'ai un professeur qui avait dit moi j'ai 50 ans, je vais pas changer, c'est à vous de changer. Et j'avais trouvé ça bah, médiocre, quoi. J'étais un peu en mode genre, ah super, génial. Bref, c'est pas le sujet. Mais comme vous pouvez le voir, mon identité, pas mon identité, mon rapport à l'échec a beaucoup été, mais comme beaucoup en fait, parce que, bah, comme je dis, j'ai grandi en France. Si je me trompe pas, on doit aller à l'école à partir de 2 ans, 3 ans. C'est obligatoire jusqu'à 16 ans. Donc en fait, c'est une grande partie de notre vie. On passe 8 heures à l'école, plus de temps à l'école que dans notre propre famille.
Donc, genre, bien sûr que ça façonne la manière dont on va se percevoir et dont on va euh, s'identifier dans la vie. Ça peut malheureusement, si c'est mal utilisé, être un outil aussi de domination. Les écoles et tout, c'est aussi des mini-sociétés où on apprend que certaines personnes ont plus de droits que d'autres. Et c'est pour ça que c'est important, justement, d'avoir, je suis en train de mettre mes mains dans ma bouche, d'avoir justement des gens qui combattent ça et qui se posent des questions, ne serait-ce que se poser des questions, d'apposer un doute à des fonctionnements, c'est ça aussi ce à quoi ça sert l'école, quoi. Après, je dis pas, hein, bien sûr qu'il y a des gens qui se battent, des professeurs qui se battent au mieux. Je sais que l'éducation nationale n'a pas beaucoup d'argent. Moi, pour ma part, en plus, si je suis honnête, j'ai aussi fait du privé, donc c'est encore une autre histoire. Et je vous conseille pas de faire du privé, honnêtement. Et après, par la suite, je pense que j'étais beaucoup trop peut-être façonné par ce truc, ce qui fait que même au niveau de mes expériences, j'ai fait que des choses qui ne me plaisaient pas, où je n'étais pas à fond, et parce qu'en fait, il y avait un peu un truc de... c'est bizarre, mais je crois que j'ai appris à un moment que j'étais nul, en fait. J'ai appris que j'étais nul. Genre, j'ai appris que c'était pas pour moi, que... Et donc, en fait, il y a un truc un peu triste dans la vie, mais quand tu te dis t'es nul dans tout, bah, tu préfères être nul dans un truc que t'aimes pas, plutôt qu'être nul ou raté dans un truc que tu kiffes, tu vois. Où tu te dis, genre, en fait, bah là, si à cet instant dans ma vie, si je suis nul dans quelque chose que j'aime, ça risque un peu trop de m'anéantir. Et donc, je préfère faire des choses que j'aime pas, parce que du coup, ça crée une distance. Et je sais que pendant très longtemps, dans ma vie, je faisais des trucs dont j'en avais strictement rien à faire. Aussi parce qu'il y a un moment, en fait, bien sûr que bah, il faut gagner de l'argent, trouver un job et tout ça. Même si je sais d'où je me positionne et je suis une personne privilégiée, la possibilité de faire plein de choses dans ma vie. J'ai fait une école de commerce. C'est genre. En fait, parce que j'ai fait une thérapie, je vais dire la phrase que je vais dire, mais il faut pas que je reste bloqué dessus. Mais je sais pas pourquoi j'ai fait. Enfin, c'est pas, je sais pas, c'est que moi, c'est un truc. J'ai un peu honte d'avoir fait une école de commerce. Mais en fait, c'est dans la continuité de ce dont j'avais. Ce que j'avais appris, en fait. J'avais appris ce que il fallait pas faire des choses que t'aimes. Et puis d'un autre côté, je pense que je me disais, ouais, si je fais ça, bah, si je fais autre chose après, je pourrais. Ça me servira toujours. Alors qu'en vrai, la seule chose que j'ai appris dans ce système, c'est ce que je connaissais déjà, c'est-à-dire que la domination, le patriarcat, les systèmes de violence mis en place, répétés et protégés. J'ai validé encore plus le fonctionnement du monde que je connaissais depuis. J'ai l'impression que je vais passer pour une personne vraiment un but d'elle-même. S'il y a des gens qui regardent cette vidéo qui sont pas des hommes blancs, cisgenres, hétéros, CSP+, vous probablement vous allez être d'accord avec moi. Si vous êtes une femme, si vous êtes une personne racisée, en fait, c'est des choses qu'on connaît depuis qu'on est enfant, genre qu'on a compris depuis qu'on est enfant. Moi, c'est depuis que je suis enfant que j'ai compris qu'il y avait des gens qui avaient plus de possibilités et qui en fait qui étaient justement mis moins facilement face à l'échec parce que on leur pardonnait beaucoup plus de choses, on leur donnait plus d'opportunités. Donc en fait, c'est facile d'être moins face à l'échec. Simplement trouver un job. En fait, quand on te répond toujours négativement, bien sûr qu'au bout d'un moment, toi-même tu te dis bon, bah, en fait, je mérite juste de récupérer les miettes. Et encore une fois, il y a rien. Je dis encore une fois comme si j'avais déjà discuté avec vous, mais parce que je discute beaucoup dans ma tête en fait. Moi, je suis une personne, je parle tout le temps dans ma tête. C'est vrai en plus, ça s'arrête jamais. Anecdote, un jour, j'ai retiré des écouteurs. J'étais dans la rue, je rentre dans un magasin et je me dis, je vais retirer mes écouteurs pour écouter, pour arrêter le podcast que j'écoutais. Et en fait, il n'y avait pas de podcast, j'avais pas d'écouteurs. C'était moi dans ma tête qui parlais seul. Mais il n'y a pas de saut métier, il n'y a pas ce genre de choses. Malheureusement, la réalité, c'est qu'il y a des métiers qu'on va donner plus facilement à certaines personnes, qu'on va attribuer à certaines personnes, des opportunités qu'on va retirer à beaucoup de personnes. Et que du coup, en fait, je ne sais pas si vous avez déjà lu La puissance des mères de Fatima Wassak. Elle raconte justement on nous explique tout le temps qu'en fait, il n'y a pas de saut métier. Sauf que la réalité, c'est que les métiers plus fatigants, les métiers où on gagne moins d'argent, les métiers avec moins d'opportunités d'évolution, en fait, on les attribue toujours aux mêmes personnes. Et que ce n'est pas une mauvaise chose. Elle parle du coup des rôles des mères et de son rôle des mères. Il y a quelqu'un derrière moi? S'il y a quelqu'un derrière moi, vous me le dites, hein. C'est pas une honte de vouloir mieux pour ses enfants, en fait. De vouloir plus d'opportunités, de vouloir d'autres opportunités, en fait. De vouloir le choix pour ses enfants. Parce qu'en fait, c'est ça. C'est une question de choix. C'est qu'il y a beaucoup
d'individus dans ce monde qui n'ont pas le choix en fait. Et le fait que moi je vous parle là, posé sur un caillou, alors qu'on est un lundi et qu'il est genre 15 heures, c'est un privilège en fait. C'est-à-dire qu'il faut avoir conscience des choix, des choses qu'on a la possibilité de faire et que d'autres n'ont pas en fait. Pour revenir sur le cycle de l'échec, parce que j'ai remarqué un pattern chez moi, c'est que j'ai du mal à garder un job plus de 6 mois. Et je vais le dire parce que j'ai du mal à fermer ma gueule. C'est pour ça aussi que je voulais parler de l'échec, parce que je crois que je l'ai dit dans la première vidéo, mais du coup là j'habite chez mes parents. Parce que on n'a pas renouvelé mon CDD en CDI. J'avais l'impression d'avoir fait tout ce qu'il fallait faire. J'avais écrit une chanson où j'avais dit un truc genre en mode j'ai fait tout ce qu'il fallait faire, j'ai dit tout ce qu'il fallait dire. Bref. Mais j'avais l'impression d'être pas rentré dans un rôle, mais en fait j'avais des objectifs. Je me disais ok, il faut que j'ai un CDI pour trouver un appartement. T'es dit, même si en vrai j'ouvre toujours ma gueule, en fait quand il y a un truc qui me déplaît ou que j'estime qui n'est pas normal ou qui est de l'abus de pouvoir. Et je le fais aujourd'hui à 28 ans, je suis pas en train de dire qu'il faut le faire absolument, hein, encore une fois, mais en fait c'est une question aussi de privilège. C'est que je me dis, en fait j'ai l'impression que de manière inconsciente, je me dis, il y a des gens qui n'ont pas la possibilité de rentrer chez leurs parents en fait. Il y a des gens qui n'ont pas le choix. Et donc il y a des gens qui ont des galères encore, qui ont eu des grosses galères dans leur vie, plus que moi quoi. Et il y a une pie qui est en train de voler. C'est un peu un animal que j'aime beaucoup parce qu'il m'a un peu suivi. C'est un oiseau que j'étais en train de penser à Pie de la Vache. Parce qu'il m'a suivi un peu partout dans ma vie. Et à chaque fois que j'en vois, je crois que j'avais lu quelque part que ça portait chance. Bah peut-être que ça va porter chance et que vous allez aimer cette vidéo. Alors il y a des moments où j'ai du mal à me dire ok tais-toi Nabil parce que toi aussi en fait il faut que tu trouves un appartement, toi aussi il faut que tu gagnes de l'argent. Et je me dis en fait ouais mais peut-être comme j'ai connu moins de galères que d'autres gens, je me dis je peux pas fermer ma gueule en fait, je peux pas juste là voir les par exemple des abus de pouvoir et être en mode genre ah ok on s'en fiche c'est normal et on va juste aller se plaindre et chialer entre nous. Et moi je suis un peu en mode genre en fait non il faut dire à la personne et j'ai pas envie de me dire que toute ma vie ça a été simplement des échecs. Donc c'est aussi pour ça que là en ce moment j'essaye de faire des choses qui me plaisent un peu plus et si ça fonctionne pas c'est pas grave. Mais je pense que je suis aussi dans un autre mindset. J'ai 28 ans, je le rappelle. Et je sais qu'il y a des gens qui vont dire ah mais 28 ans t'es pas une vieille personne. Parce que je dis souvent que je suis une vieille personne. Je sais que je suis pas une vieille personne, mais en fait j'ai conscience que aujourd'hui j'ai 28 ans et quand j'avais 22 ans, euh, ça, ne serait-ce que ça, ce qui est en train de se passer. La dernière fois j'ai fait un, c'est débile, hein. J'ai fait un TikTok sur ma chanson sur le parking devant le supermarché. Je n'aurais jamais fait ça il y a encore quelques années. Il y a encore quelques années, j'arrivais même pas à sortir de ma chambre que je faisais des crises d'angoisse sur crises d'angoisse. Quand je dis j'ai 28 ans, c'est aussi pour déculpabiliser des gens qui vont potentiellement regarder ces vidéos et justement des gens dont j'ai reçu des messages la semaine dernière qui sont beaucoup plus jeunes que moi, qui ont genre 20 ans. Et je suis en mode, si vous regardez cette vidéo et que vous vous dites waouh, 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 en fait, il n'y a pas de waouh, waouh, waouh. J'ai 28 ans, j'ai fait une thérapie, je suis en thérapie encore aujourd'hui. Là, c'est juste pour dire que ça a mis du temps et que aujourd'hui, pour vous dire, j'ai l'impression de recommencer enfin un petit peu à marcher en fait et à me tenir debout. Pas à marcher, à me tenir debout, à me tenir droite, à marcher la tête haute. Vraiment, je faisais 2 pas, je retombais quoi. Euh, et du coup, ça a engendré toujours ce même truc d'échec de en fait, t'arrives même pas, t'arrives à rien en fait. Tu n'arrives à rien. Ce dont je voulais aussi parler, c'est un peu peut-être toutes les choses que j'avais mis en place. Bah déjà, la thérapie. Euh, je le dis, moi je suis une personne, encore une fois, peut-être qu'il y a des gens qui vont me regarder, qui vont me dire waouh, mais de quoi tu parles. Quand je dis que je suis une personne privilégiée, c'est que par exemple, moi, ma première thérapie, c'est mes parents qui ont mis de l'argent pour que je puisse euh, aller voir une psy au moment où j'en avais besoin. Donc c'est aussi un privilège. Je sais qu'aujourd'hui il y a 12, si je sais plus si c'est 12 ou 8, mais j'ai entendu 12 hier dans une vidéo, donc il me semble que c'est 12 séances gratuites par an euh, chez un psychologue. Euh, donc si vous en avez la possibilité, si vous en avez l'envie, n'hésitez pas à y aller. Aussi, si vous pouvez mettre un peu d'argent de côté. Après, je sais pas où vous habitez, là je pense à des gens avec qui j'ai travaillé justement à mon dernier emploi. À Paris, je sais que ça coûte extrêmement cher. Moi, ma psy, c'est pas une psy que je vois à Paris, parce que justement les tarifs ne sont pas du tout les mêmes. Euh, Après, il y a des choses aussi peut-être en visio que vous pouvez faire. Euh, Chacun son truc. J'avoue que moi la visio c'est peut-être pas trop mon truc, mais en fait essayez de trouver votre truc si vous avez la possibilité.
Et si vous n'avez pas cette possibilité, moi je sais que j'ai eu pendant très longtemps, parce que moi je vous parle de psy, mais j'ai commencé à avoir une psy il y a 4 ans, hein. Un conseil que ma mère dit que c'est elle qui me l'a donné, mais moi il me semble que c'est ma tante. J'étais en ma famille au Maroc et je crois que je discutais avec ma tante et elle me dit en fait, moi quand ça va pas bien, j'écris. Déjà, j'ai toujours écrit toute ma vie, mais j'ai beaucoup écrit de manière dans la création. Et elle m'a dit en fait, tu prends un papier, tu écris tes émotions, ce qui te passe par la tête. Et après, soit tu t'en débarrasses, soit tu peux revenir dessus par la suite, parce que je sais que parfois ça aide de relire et d'être un peu en mode, surtout quand on a un peu vous savez, des moments où vraiment on se déteste, genre, et qu'il y a tous des mots horribles qui nous passent par la tête. Mais en fait, ça fait du bien de les écrire sur une feuille. Après, quand tu reviens et tu lis, tu dis, mais si quelqu'un disait ça à ma meilleure amie, je l'accepterais pas, genre. Donc je peux pas l'accepter de me le dire à moi-même. Honnêtement, ça m'a beaucoup aidé. J'ai plein de carnets qui sont remplis, des carnets où même moi je ne saurais même pas relire ce que j'ai écrit. Mais en fait, c'est juste que il y a un moment où bah, il y a un truc de passage en fait où ça va sur la feuille en fait. T'écris, tu réfléchis même plus à trop ce que t'écris. Moi, je sais que pendant très longtemps, il y a des moustiques autour de moi ou des moucherons. Est-ce que je pue? Non, c'est pas des moustiques, c'est pas des moucherons. Je sais pas ce que c'est. Euh, c'est des petits insectes de l'été, du printemps. Et je sais que c'est dans un livre, je crois, qui s'appelle Libérer sa créativité. J'avais entendu ça dans un autre podcast qui s'appelle 4 quarts d'heure. Ils te disent, alors je vous dis, le livre, je l'ai pas lu parce que, alors je suis vraiment désolé, mais il est moche quoi. Genre en gros, j'ai du mal à lire. Les trucs sont, les phrases sont espacées, sont très collées. Le papier, il est un peu vieilli. Alors c'est mieux du papier vieilli parce que j'avoue que sur des feuilles blanches, ça brille et j'ai beaucoup de mal à lire, ça me fait mal aux yeux. Genre ouais, c'est mal foutu cette histoire et du coup ouais, un truc que j'ai fait pendant très longtemps, là ça fait un moment que je l'ai pas fait, c'est écrire tous les matins 3 pages. L'équivalent de 3 pages, ça dépend si c'est la taille de votre carnet, hein. Moi j'avais un carnet qui faisait genre ça et j'écrivais 3 pages tous les jours parce que justement ce qu'elle dit dans ce livre, c'est que généralement la première page et demie, pardon, c'est genre un peu tu sais pas trop quoi écrire. J'arrête pas de roter, wesh. Alhamdoulilah. Et la première partie, elle va être un petit peu plus en surface et ça va être plus profond pour le reste de ce que tu écris. Et je sais que moi, honnêtement, ça m'a beaucoup aidé. Dans des moments où, bah, je sais pas s'il y a des gens ici qui ont déjà fait des thérapies, mais parfois quand tu commences une thérapie, il y a des choses qui sortent dont tu avais oublié la vie, genre. Et en fait, ça fait du bien d'avoir un endroit où tu peux expulser constamment, en fait. Et même bah, quand tu recommences à essayer euh, ouais, de marcher, en fait, de vivre, et ben parfois il y a des choses qui sont un peu plus brutales parce que ça fait longtemps que t'as pas re-sociabilisé. Même des trucs positifs en fait. Tu vas écrire pendant 3 pages des trucs hyper positifs sur ta personne. Et en fait ça fait du bien. Ça fait du bien de se réveiller en se disant genre en fait soit j'expulse des trucs comme ça je passe une bonne journée, soit j'écris des trucs hyper positifs. Et moi je sais qu'à un moment ce que j'ai commencé à faire c'est de terminer mes 3 pages toujours par du positif. Et je signais toujours mes pages Hob, ça veut dire amour. Et je signais toujours Hob à la fin pour que la dernière chose qui s'imprègne sur mon cerveau, quoi, euh, c'est amour. C'est genre en mode genre de me rappeler que je m'aime, tu vois. Du coup, je sais que ça m'a beaucoup aidé d'écrire, donc ça peut être une chose que je vous conseille. Un autre truc que je vous conseille, un truc que j'ai du mal à faire, que ce soit par rapport à l'échec et même par... Parce que là, cet épisode est un peu fouillis, c'est de vous créer une communauté. Trouver un espace de sécurité avec des gens avec qui on n'a pas besoin de s'expliquer constamment. Quand on a des films qu'avec des hommes blancs, personne ne se pose la question de quoi que ce soit. Quand on a des entreprises où il n'y a que des hommes blancs, personne ne se pose la question de quoi que ce soit. Quand on a des ministères, quand on a des gouvernements qu'avec des personnes blanches, personne ne se pose la question de quoi que ce soit. Donc se créer une communauté, des gens avec qui on n'a pas besoin de s'expliquer constamment, des gens avec qui on peut... oui, en fait, on se sent... J'aime pas trop l'idée de safe parce qu'en fait l'idée de safe, l'idée de sécurité, c'est quelque chose comment on appelle ça? D'évolutif. C'est-à-dire que quand on parle souvent d'une zone safe, j'ai l'impression que ça arrête un peu. J'avais écouté ça dans un podcast, ça arrête un peu ça fige la situation. L'idée de sécurité, c'est quelque chose sur laquelle on doit travailler constamment. Et une zone qui permet l'évolution, une zone qui permet l'écoute, l'empathie, une zone qui permet
la discussion, les rires, les pleurs, toutes les émotions sans jugement. Et même s'il y a du jugement, que même ce jugement puisse être discuté en fait, être décortiqué, apprendre à accepter les erreurs, accepter les échecs qui ne sont pas des échecs, mais fondamentalement juste des expériences et aussi parfois une forme d'oppression. Quand on vit toujours, quand on ne trouve pas un emploi parce qu'on est une personne noire, quand on ne trouve pas un logement parce qu'on est une personne queer et qu'on est en couple, bah, en fait, c'est des échecs, mais c'est des échecs qui ne nous concernent pas en fait. C'est une forme d'oppression, c'est une forme de violence, et c'est important d'avoir ces espaces de communauté, ces espaces de, de, de discussion avec des gens qui nous ressemblent, qui vivent les mêmes expériences que nous, et avec qui on n'aura pas besoin de se justifier sur ces expériences. Et c'est vraiment quelque chose que je vous conseille, quelque chose que moi je n'ai pas. Ça sera une autre idée d'en discuter. C'est faux, je sais pas que je n'ai pas. Mais pendant longtemps, en fait, je me suis enfermé justement dans cette solitude. Quand tu as l'impression de rater ta vie, en fait, bah, j'ai fini par m'enfermer dans une solitude et même dans une solitude psychique. C'est-à-dire même quand j'étais avec des gens avec qui je pouvais potentiellement discuter et avec qui je pouvais potentiellement aborder ces sujets-là, j'avais l'impression que je pouvais pas du tout les aborder. Et puis, encore une fois, j'ai 28 ans, même si je suis pas une personne vieille. Moi, quand j'étais au collège, en fait, on parlait pas autant de toutes ces choses, de toutes ces violences, de toutes ces discriminations qu'on peut en parler maintenant. Donc il y avait une grande solitude. Et c'est un truc que je vous conseille. Je sais que c'est difficile. Je sais que quand en fait tu as envie de voir personne et que tu te sens nul, tu te sens une merde, que quand tu essaies quelque chose ça fonctionne pas. Je sais que c'est très facilement. C'est facile en fait de se retrouver, de se dire en fait je vais m'enfermer dans ma tête, je vais m'enfermer dans ma chambre, je vais m'enfermer en fait. Mais peut-être essayer de trouver ces personnes, cette personne avec qui vous pouvez créer communauté, avec qui vous pouvez créer un espace de discussion. Et justement, euh, même maintenant avec Internet, je dis maintenant, mais à mon époque, quand j'étais plus jeune aussi, il y avait ces forums et toujours des forums queer, des forums. Mais maintenant, c'est beaucoup plus démocratisé de trouver des gens sur Internet. N'hésitez pas en fait à aller dans ces espaces, même si ça vous fait peur, des espaces qui vont vous accueillir. Bien sûr, j'ai conscience que euh, il y a des espaces où en fait c'est pour ça que l'idée de safe ça n'existe pas. Un espace qui n'évolue pas avec son temps, qui n'évolue pas et qui ne se pose pas des questions constamment, ça peut pas être safe. C'est pas figé l'idée de sécurité ça doit être évolutif constamment. Mais justement, d'essayer de trouver des endroits où vous avez cette possibilité de discuter en fait, juste d'avoir une acquaintance, je sais pas d'où j'ai sorti ce mot acquaintance, mais d'avoir un lien en fait avec des gens, même parfois qu'on connaît pas du tout, ça rassure. Une personne dans la rue qu'on connaît pas et qu'on se rend compte qu'en fait elle a eu la même vie, bah en fait ça fait du bien au cœur de se dire qu'en fait cette personne je la connais de nulle part et on a la même chose. Donc ça veut dire que je suis pas folle, je suis pas bizarre. Donc il y a cette chose. Je vous invite à lire un livre que je n'ai pas lu parce que je l'ai pas encore acheté, ou je vous invite aussi à écouter le podcast dans Kif Taras avec Douce Dibando, La charge raciale, et justement où elle parle de cette idée de recréer une communauté parce que, et là je vais revenir sur l'échec aussi, on nous apprend beaucoup en fait que la seule manière de réussir c'est de faire partie des élites et d'arriver au sommet de ces élites même. Je pense qu'il est important aujourd'hui. Ouh, des feuilles qui volent. Juste une seconde parce que ça c'est la deuxième partie de ce que je veux. Ouh, des feuilles qui volent. Si vous êtes encore là, vraiment merci et surtout n'hésitez pas à commenter, genre pour de vrai à m'envoyer des messages parce que c'est un truc aussi avec YouTube, c'est que j'ai pas envie que ça devienne un truc où c'est juste moi qui raconte ma vie et vous m'écoutez. Enfin, j'ai horreur de cette idée de presque de gourou quoi. Alors je me donne un c'est horrible ce mot, mais genre dans le sens où je veux pas que vous m'écoutiez et que vous vous disiez genre ce que cette personne raconte, cette personne a trop raison. Genre pas du tout en fait. C'est une discussion et comme je vous ai dit, tout est une question de doute et de discussion et d'évolution. Il y a aucun moment où j'ai raison sur tout. C'est genre pas vrai. Il y a aucun moment où ce que je dis c'est une vérité absolue. Ce n'est pas vrai. Donc vraiment, si vous êtes encore là, merci beaucoup et surtout n'hésitez pas à commenter et à dire ou à m'envoyer des messages, surtout si on se connaît et que, même si on se connaît pas, n'hésitez pas, mais si on se connaît, genre, envoyez-moi des messages, genre, n'hésitez pas à me dire, ah bah moi je suis pas trop d'accord avec ça, ou je suis d'accord avec ça, enfin, vraiment ça m'intéresse, quitte à faire un jour une prochaine vidéo avec toutes les choses, justement, où comment dire, vous êtes revenu vers moi pour me dire, bah, en fait je suis pas d'accord, et de revoir ces choses-là, ou même faire une vidéo avec des gens, avec vous, genre. Cette idée d'échec, c'est souvent qu'en fait on nous a appris que, en gros, le bonheur était
là-bas. Vous voyez ce que je veux dire? Que en fait, c'est une fois qu'on aura atteint ces groupes élitistes qu'on aura réussi. Je pense qu'il est important aujourd'hui de se dire, et même hier, mais aujourd'hui de se dire qu'en fait, on les emmerde. Je l'ai dit. On les emmerde en fait. Si ces gens, parce que pendant longtemps, je sais pas si vous connaissez cette phrase, mais souvent on entend des gens dire ah ben si on veut pas euh, te laisser une place à la table, et ben tu prends une chaise et tu vas t'asseoir. Je pense que oui, c'est important à des moments de prendre la chaise et de s'asseoir à la table, mais je pense aussi qu'il y a des moments où c'est important de dire vous voulez pas que je m'assoie à la table, je ferme la porte, je vais me m'asseoir par terre s'il faut dans une autre pièce, et les gens qui veulent venir avec moi vont venir, et les gens qui comprennent ce que je dis vont venir avec moi, et on va discuter, on va créer notre table, on va la construire à notre manière, elle va être beaucoup plus confortable pour nous, on aura des chaises qui comprendront nos formes de fesses, euh, on se laissera parler, et on ne sera pas juste des gens qui, euh, qui passent leur vie à essayer de trouver une place, genre à des tables où on veut pas de nous, quoi. La dernière fois, j'écoutais je crois que c'était un TikTok où il y avait je crois que c'est une députée américaine, je sais plus, une sénatrice américaine, je sais plus, qui disait, c'était une femme noire, et elle disait, on lui demandait, mais comment vous faites pour avoir aussi confiance en vous? Et elle dit, mais en fait, dans cette pièce, je suis qu'avec des hommes blancs. Moi, je suis une femme noire. Ça veut dire que j'ai dû travailler 10 fois, si ce n'est plus, 10 fois plus, si ce n'est 1000 fois plus que ces gens-là pour arriver au même stade. Donc il n'y a aucun moment où je vais me sentir rabaissé, amoindri. Si je suis à la même table, c'est que je sais mieux qu'eux. Parce que moi, on m'a pas laissé les mêmes opportunités que eux. Et je trouvais ça intéressant, et en même temps, ça questionne le truc de, au bout d'un moment, est-ce qu'on en a marre d'essayer d'aller à des tables où on veut pas de nous, en fait? Parce que c'est facile de nous dire, oui, vous voulez faire du communautarisme et rester entre vous. Mais en fait, au bout d'un moment, vous voulez pas de nous. Bah, vous voulez pas de nous, on va s'asseoir à notre table, on va créer nos endroits de sécurité, nos soirées, nos films, nos entreprises. Donc bien sûr que je suis pas en train de dire, loin de là, genre bien sûr que la chose qui permet la sécurité, c'est la diversité. C'est vraiment, il n'y a pas plus important en fait. Diversité de parcours, diversité d'identité, diversité de vie, c'est la seule manière de créer un endroit de sécurité où on peut toutes et tous discuter ensemble et créer un monde meilleur pour nous tous. Mais c'est juste qu'à un moment, est-ce qu'on va pas juste arrêter de se battre pour essayer de s'asseoir à une table où en fait les gens veulent pas de nous? C'est juste, c'est fatigant parce que c'est une perte de temps. C'est-à-dire qu'on pourrait créer des choses de ouf, et en fait on passe notre temps à essayer d'ouvrir la porte. Bah en fait, tu veux pas m'ouvrir la porte, c'est pas grave. Je vais m'asseoir là et je vais créer mon espace. Et dans mon espace, si toi à un moment tu as envie de venir dans mon espace et que tu viens de manière positive et avec bienveillance, et ben tu pourras venir en fait. Tu vois ce que je veux dire? Parce que souvent les personnes qui oppressent ont peur que si les personnes opprimées prennent du pouvoir, ils vont faire la même chose qu'eux. Alors qu'en fait, c'est pas vrai, c'est pas forcément vrai. Bien sûr qu'il y a des gens qui peut-être le font, mais la plupart des gens le font pas en fait. Parce que quand tu sais ce que c'est d'avoir mal, rarement tu as envie de faire du mal à tout le monde. En tout cas, quand tu apprends et que tu comprends que ce que ça fait d'avoir mal. Bref, je voulais juste te dire ça parce que je trouve que c'est important parfois de se dire en fait, euh, quand plusieurs fois on vit des situations d'échec, et qu'en fait l'échec ne vient pas forcément de nous, je dis pas qu'il ne vient jamais de nous, mais quand il vient pas forcément de nous, il y a peut-être aussi un moment de se dire bah tu sais quoi, en fait je vais juste arrêter d'essayer d'ouvrir la porte. Et je vais juste créer mon monde ici, et ça va être super. Peut-être que ce sera plus compliqué, plus galère, et bien sûr que, en fait, en pensant ça, c'est aussi une manière de se dire, bah en fait, si on fait pas partie de ces espaces, euh, qui va venir nous représenter, tu vois? Parce que bien sûr, je veux dire, Rokhaya Diallo, quand elle va sur euh, CNews et débattre avec des gens qui disent des choses hyper compliquées sur elle, et, enfin des problématiques tout le temps, bien sûr qu'en fait tu te dis, bah en fait si elle y va pas, qui va y aller? Mais il y a aussi un autre moment où tu te dis, en fait, euh, enfin, moi, je sais qu'il y a eu des moments, c'était fatigant de me retrouver dans des espaces où, en fait, j'avais l'impression que personne ne comprenait ce que je racontais, en fait. Et je parle pas d'utiliser des mots compliqués, hein. Juste de dire, en fait, bah, en fait, là, par exemple, je viens de vivre un truc pas normal, et que les gens ne comprennent pas. Et que d'un coup, tu te retrouves dans des espaces où t'as même pas besoin de le dire, et que t'as des gens qui te regardent en disant, j'ai compris. Bah, en fait, c'est juste un peu plus apaisant. Et moi, je sais que, c'est pour ça que je vous dis vraiment de trouver ces espaces-là, parce que je sais que, euh, notamment, bon, ça va être un peu une déclaration, hein, je rigole, mais notamment grâce à mon dernier emploi où j'ai rencontré des gens
Euh, ouais, je sais pas, une plus grande, ouais, aussi diversité de gens, des gens qui comprenaient en fait un peu, c'est bizarre. Ou peut-être que j'étais dans un espace où moi j'arrivais mieux aussi à laisser les gens venir vers moi, j'avais plus confiance, mais je sais que ça aide, ça fait du bien. Voilà. Et mon dernier point, il y a des moments où on se sent nul, et c'est bien de faire des choses qu'on aime bien. Soit des choses nouvelles en se disant genre, au pire, si j'y arrive pas, j'ai le droit d'être nul en fait. D'accepter d'être nul, c'est bien en fait parfois de faire des trucs. Si vous savez pas dessiner, et ben en fait, passez l'après-midi à dessiner et à regarder comme vos dessins sont genre que vous allez pas les aimer ou je sais pas qui sont pas c'est pas des dessins de je ne sais pas quoi. Euh, et en fait d'accepter qu'en fait parfois c'est bien d'être nul, de se donner des espaces où on n'a pas besoin de se casser la tête à être la meilleure personne en fait, ou d'être l'excellence dans ce qu'on fait. Et ça c'est aussi malheureusement quand on vient de beaucoup de familles voilà, immigrées, bah, en fait, il y a ce truc aussi d'excellence parce qu'on a été éduqués comme ça, que le monde nous a formaté aussi comme ça et que en fait, déjà quand on est première personne, la première personne, c'est compliqué. Alors si en plus on est la dernière personne, ça va être encore plus compliqué. Donc c'est aussi on n'a pas le choix d'être travailler à 150% et de récupérer ce qu'on nous donne malheureusement. Et c'est pour ça que c'est important de pas accepter ça, même si c'est compliqué. Bref, mais du coup ce que je voulais dire, parce que je reviens toujours sur le même sujet, euh, vous comprenez qu'en fait c'est des sujets qui me tiennent à cœur en fait et que c'est pour ça que je reviens un peu à ça, c'est parce que malheureusement c'est des choses systémiques qui ont tendance à nous façonner et c'est important de se dire parfois de en fait j'ai le droit d'être nul en fait. J'ai le droit d'être nul, j'ai le droit de faire un truc et d'être nul en fait. J'ai pas le droit, j'ai pas besoin d'être tout le temps la meilleure personne et si des gens me jugent en disant bah de toute façon les gens comme vous, vous êtes toujours nuls, et ben c'est leur problème, ça s'appelle du racisme, c'est pas mon problème, j'ai le droit d'être nul en fait. Euh, et, et aussi de faire des choses, donc je vous ai dit des choses que vous connaissez pas, et aussi faire des choses que vous savez faire, où vous savez que vous êtes bon, genre. Si vous êtes trop bon en dessin, bah vas-y, tous les jours, faites un dessin, genre. Je dis pas que vous devez devenir dessinatrice ou dessinateur, mais dessinatrice, mais faites un dessin, comme ça vous savez que cet espace-là, en fait, c'est un espace qui vous rassure. Et ça fait toujours du bien, je pense. C'est un peu décousu là ce que je raconte, mais c'est parce que je me dis que la vidéo elle dure assez longtemps déjà, et qu'en fait je voulais terminer par une chose. C'est que il y a 3 ans, 2 ans, j'ai pris un cours d'écriture parce que c'est un truc que moi j'aime beaucoup écrire et j'ai toujours eu du mal à terminer les choses parce que il y a toujours un moment où en fait mon cerveau venait me dire t'es qu'une merde et j'arrêtais. Et c'est un moment qui m'a fait beaucoup de bien, c'est de prendre ces cours d'écriture et en fait pendant un mois, on avait un mois pour terminer une nouvelle. Et en fait, c'est une des premières fois depuis très longtemps où j'ai ressenti genre de la joie d'avoir terminé quelque chose et de m'être dit j'ai créé quelque chose et j'étais genre enfin je ressentais énormément de positivité et d'amour pour moi genre et je sais pas pourquoi j'ai crié et du coup bah je voulais vous le partager parce que je sais que c'est un moment qui m'a aidé en fait, c'est une chose où je me suis dit ça a eu un petit tournant dans ma vie où je me suis dit en fait tu peux faire des choses et ouais en fait pendant un mois tu galères et mon cerveau enfin comme je vous ai dit moi cette vidéo je la tourne aujourd'hui et je dois la poster demain. Euh, Donc bien sûr qu'il y a des vidéos, des vidéos, des trucs où, enfin moi, j'ai tendance à faire les choses à la dernière minute, beaucoup d'anxiété, toute la semaine, je suis en mode genre ah. Et en fait, quand j'ai terminé ce truc, je me suis dit, j'ai fait quelque chose et ça m'a fait du bien, ça m'a fait plaisir. Et voilà, je voulais juste vous le partager. Euh, Par contre, du coup, trigger warning pour toutes les personnes, sachant que ma nouvelle, en fait, je vais vous la lire. Voilà, je vais terminer par ça. Je voulais vous la partager parce que j'aime bien partager les choses que je fais un peu. Et du coup, je vais vous la lire. Trigger warning, ça parle de deuil. Donc, si vous n'avez pas du tout envie, et je le comprends totalement, si vous n'avez pas envie de m'écouter parler de deuil et que la vidéo là où ça vous va, et ben vous pouvez partir. Et je vous souhaite une excellente semaine. Et merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'ici. On se retrouve mardi prochain à 16h36. Ouais, je vous souhaite une excellente semaine. Bisous, bisous. Et puis encore merci d'avoir regardé cette vidéo. Et n'hésitez pas à me laisser des commentaires et à. Ouais, genre que ça soit un échange. Et pour les gens que ça intéresse, du coup, eh bien, je vais lire ma nouvelle.
J'espère que je vais réussir à bien lire, parce qu'on est dehors, qu'il y a de la lumière sur des feuilles blanches et que c'est un peu galère. Mais je vais faire de mon mieux. Ça s'appelle Vue sur mer. Comment cette odeur de javel ne le réveille pas? J'ai les yeux aussi rouges que lorsque j'inhibe mes émotions sous la fumée et ma muqueuse nasale fond au contact des effluves, pourtant je n'ai jamais vu mon père aussi paisible. Face à moi, un homme aux airs de Mr Bean dégueule d'une tristesse hypocrite comme s'il avait été payé pour ce rôle. Ma sœur Rania semble inhabitée, occupée à planifier la suite de la cérémonie. Je voudrais m'enfuir de cet instant, mais mes tantes insistent pour que je lui dise adieu et bloquent l'entrée de la chambre. C'est le moteur de la camionnette utilisée comme corbillard qui nous sort de cette méditation mortuaire. Le premier jour de cérémonie, c'est un cortège d'hommes et Rania qui accompagne le corps pour son dernier trajet avant la mise en terre. J'ai l'impression de faire tâche. Tout le monde me regarde comme s'il s'attendait quelque chose de moi. Certains sont une partie éloignée de la famille, les autres sont des amis d'enfance ou encore des patients reconnaissants. Après un arrêt à la mosquée, où ceux qui le souhaitent posent le front au sol en son honneur, tout est allé très vite. Me voilà face à ce minuscule trou où je n'imagine que son mètre 90 ne rentrera qu'en pièces détachées. Au rythme des versets coraniques, un linceul blanc, à la forme humanoïde, est déposé sur son flanc droit, puis recouvert de terre. Je retiens mon inspiration quelques secondes quand le tout est bouché par 4 dalles, elles-mêmes recouvertes de terre. Enfin, pour marquer le sens du corps, une pierre est déposée en guise de stèle. Il a vu sur mer. À notre retour, la maison a changé. Les tables, les chaises, les nappes, tout est irréprochable pour l'arrivée des invités. Mon père aurait détesté toute cette attention. Il avait déjà du mal à accepter que l'on perde notre temps à préparer un gâteau pour son anniversaire dont il ôtait toujours les bougies qui marquaient son âge, 63 pour les dernières, avant d'en manger une part, gêné. Ce soir, les pleurs laissent place au rire nostalgique qui étouffe les pièces de la maison. On se raconte des anecdotes, des moments de vie, des bizarreries du défunt pour continuer à le faire vivre. Rania sourit des yeux. Elle aime se perdre dans cette foule jusqu'à en faire partie. Cette joie n'est brisée que par le groupe venu chanter des louanges, dont le matériel dysfonctionnel fait tordre les visages. Seuls les enfants rient face au sursaut de leurs parents à chaque coup incisif sur leur tympan. Je n'attends pas le dîner pour rejoindre ma chambre après cette journée fatigante. Les bras de Morphée ne souhaitant pas m'accueillir, j'allume mon téléphone et défile les offres des hommes aux alentours qui proposent de devenir mon daddy. Un père de perdu, 10 de retrouvé. Parmi ces profils, je reconnais Sofiane, un ancien camarade d'études supérieures. Il a toujours son air intello avec ses lunettes de travers et j'ai très envie d'apprendre de nouvelles choses. J'entame une parade nuptiale par message à laquelle il semble plus que réceptif. La température monte rapidement et en quelques secondes, mon corps libère assez d'ocytocine pour que je ferme les yeux. J'ai pourtant l'impression d'avoir dormi 2 heures quand la maison reprend vie au premier rayon du soleil. Aujourd'hui, ce sont les femmes et moi qui visitons la tombe. Leurs visages arrivent durs et secs, mais plus la distance entre elles et la butte de terre diminue, moins leur vue est nette. Je vois ma sœur comme je ne l'ai jamais vue. Son visage est déchiré par le chagrin d'admettre la disparition de l'un de ses meilleurs amis. J'essaie de pleurer, mais rien ne sort. Submergée d'émotion, une de mes tantes entame une prière en direction des pieds du défunt. Ma lèvre saigne sous la pression de mes dents pour m'empêcher de rire, contrairement à ma cousine qui explose comme une bouteille sous pression. À notre retour, la maison s'est vidée. Il ne reste que la famille et ses contours. Sur le pas de la porte, je reçois l'invitation de Sofiane à réitérer, dans le réel, nos ébats de la veille. Entre regarder cette armée de poustillons quittant la bouche de mon oncle pour atterrir sur le visage d'un chat de quartier qu'il tente d'attraper et voir le puzzle complet du corps de Sofiane, un choix laborieux s'impose à moi. Mais je décline son offre quand ma tante, Fatima, crie mon nom et celui de ma sœur depuis l'étage. Elle nous fixe de tendresse, mais ne dit pas un mot quand elle pose sur une table un petit carnet appartenant à mon père. Sur la première page, une phrase. Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Le reste est recouvert de ratures, de pensées incompréhensibles et du nom de ma mère. Il y a aussi une photo de Rania, qui paraît microscopique dans sa chambre d'enfant. Une deuxième où je tiens un téléphone plus grand que ma tête, et une troisième de mon père. Il doit avoir 21 ans. Assis en tailleur sur son lit, il a des airs de Jimi Hendrix. Tout sourire, une guitare à la main.
Notre ressemblance me perturbe. Pendant longtemps, je lui en ai voulu de ne jamais être dans les rangs, d'avoir été le barbare de ces histoires de blancs, d'avoir été plus libre que moi face à ces géants. Je me suis souvent demandé s'il regrettait d'avoir fait des enfants, si sur son plan de vie, la responsabilité de notre existence était un fardeau, si tous ses rêves s'étaient éteints à notre arrivée. Puis j'ai écouté la difficulté de s'être battu pour survivre et de voir une part de soi vivre dans l'insouciance de pouvoir se nourrir. J'ai vécu la honte de justifier continuellement la valeur de sa présence dans un monde qui n'admet même pas ton existence. J'ai compris la volonté d'abandonner, de fuir, de quitter le navire pour ne pas périr sous leur violence. Et j'ai réalisé qu'en s'éloignant, en s'effaçant jusqu'à l'oubli, comme une preuve de son amour, il espérait que nos similarités se délitent pour que nous ne subissions pas cette même haine qu'il avait supportée. Alors j'ai pardonné. Le dernier jour, tout est plus calme. La température aussi s'est adoucie. Après l'ultime visite de la sépulture et une distribution de pain et de dattes comme aumône, tout le monde s'active pour redonner de l'ordre à cette maison qui semble avoir été ravagée par une classe de maternelle. J'esquive l'exercice et ça m'arrange car j'ai l'impression qu'un monstre a décidé d'allumer un feu dans ma poitrine. Cela faisait depuis une éternité que je n'avais pas ressenti cette douleur. Enfant, mon père me disait de boire un verre d'eau pour éteindre les flammes dans mon thorax. Le soleil a presque fini sa course quand je rejoins ma sœur qui fouille dans les livres de cuisine. Elle m'explique agacée chercher l'épice que notre père mettait dans un plat qu'il nous préparait. Je ne peux me retenir de rire devant la gravité de son expression faciale. Dès les premières notes de ma moquerie, je sens une main s'écraser violemment sur ma joue et une pluie de reproches atterrir sur mon visage. Égoïste, cynique, insolent. Elle me rappelle brutalement qu'il n'était pas que mon père, mais le sien aussi. J'attrape une veste et fuis la maison. Aux mains d'une émotion que je ne maîtrise pas, je demande à Sofiane de le rejoindre. Le bitume se marque sous mes piétinements. À peine m'a-t-il envoyé son adresse que mes lèvres touchent les siennes. Je le laisse mordre mon cou, attraper ma poitrine, me pousser sur son matelas, et bientôt je le chevauche plus par nécessité que par envie. Un coup de rein plus intense me fait lever la tête. Sur son mur, j'aperçois une photo qui me fige immédiatement. J'allume la lumière, descends du lit, et sur le bureau un tas de livres sur Socrate s'accumulent. Cet idiot m'explique écrire une thèse sur le personnage. Paniqué, comme si mon père venait de rentrer dans la chambre, je me rhabille et quitte l'appartement. Je n'ai pas le temps de dépasser le palier de l'immeuble avant de vomir. J'aurais aimé régurgiter une mélasse verte dessin animé, mais le liquide visqueux au coin de ma bouche se compare plus à du goudron. Les morceaux qui parsèment le sol m'indiquent que depuis mon arrivée, aucun aliment n'a été digéré. Pour plus d'animation, je suis immédiatement surpris par mon visage qui se crispe de peur. Des larmes à la température du soleil et au goût de salicorne m'irritent le visage. J'essaie de les arrêter, mais je ne contrôle plus rien de ce que mon corps exécute et décide de m'asseoir sur le trottoir pour reprendre mes esprits. De longues inspirations me redonnent la vue. Je m'apprête à repartir quand des phares transpercent l'obscurité. La radio joue Don't Be Shy de Cat Stevens. Comme ce jour de maternelle où j'avais oublié mon texte lors d'une représentation de théâtre, et dans la voiture où passait ce même titre, mon père m'avait serré dans ses bras à m'en casser le dos pour me rassurer et embrasser le front par fierté. La maison est vide quand je rentre. Après m'être rafraîchi le visage, je monte à la terrasse. Ma sœur est là, seule face au monde, avec sur le dos la veste préférée de mon père. Le boucan des garagistes a laissé place aux hurlements des chiens qui se battent pour des restes de poulet. Arrivé à ses côtés, je lui présente mes excuses et la félicite pour la technicité de sa gifle. Quand elle s'excuse à son tour, je remarque une pellicule de larmes posée sur ses cils et comprends que cet ingrédient mystère n'a pas refait surface. Sans poser de questions, je lui attrape la main et l'emporte avec moi dans les escaliers. Malgré la fatigue, je sens une énergie nouvelle m'emparer. Elle n'oppose aucune résistance quand je me mets à courir dans la rue. Le vent danse dans ses cheveux, nos corps survolent la poussière de sable venue de la plage et nous voilà rapidement face au cimetière. Il est tard. Il est tard et son entrée est bloquée par une grille. Quant au gardien, il est absent et son chien doit faire les 3-8 à l'usine car il ne prend même pas la peine d'acquiescer notre présence. J'attrape la chaise vide du maître,
la bloque contre la porte et regarde Rania. Comme papa. Quand il était jeune, notre père se déplaçait en s'agrippant à l'arrière des camions et sautait la porte de ce même cimetière pour rejoindre la plage de l'autre côté plus facilement. Une fois à l'intérieur, la lune nous aide à retrouver son lit. Bah demande-lui. Rania ne comprend pas ma question. Je me lance alors. Salut Bas, Rania voulait savoir. Je n'ai pas le temps de terminer ma phrase quand elle me coupe pour lui demander l'ingrédient qui lui manque. Rien ne se passe. Je réfléchis à une autre manière de lui redonner le sourire, mais en sortant la main de ses poches, elle observe un morceau de papier tombé au sol. En le ramassant, elle lit Cumin. Tout s'illumine comme si la lune n'éclairait plus que nous. Rania saute de bonheur en comprenant avoir trouvé l'épice manquante à son plat, puis s'arrête, émue, comme si ce message venait de son père. Le temps d'un dernier adieu, au bruit des vagues, nos têtes se posent sur nos épaules respectives sans un mot. Dans le vent salé, je lance un je t'aime à ma sœur, comme dans la dernière scène d'un film. La réalité me rattrape et me soulage, quand, après réception du message, Rania me renvoie une réponse tout aussi aimante. N'exagère pas. Voilà, j'ai un peu la tête qui tourne. Euh, J'espère que c'était pas trop nul ma façon de lire. J'avoue que j'ai un peu la langue pâteuse. Donc voilà. Euh, voilà, je vous ai partagé une nouvelle que j'ai rédigée, décidément. Là, ça fait beaucoup trop de temps, je crois que ça fait 1 heure qu'on parle. La vidéo est longue, j'espère que vous l'avez kiffé. On se retrouve la semaine prochaine, tous les mardis à 16h36. Je vous fais des gros bisous et merci beaucoup. Hello, c'est encore moi. Je viens de terminer le montage de ma vidéo et je voulais juste dire que si par hasard, dans les commentaires, dans les gens qui voient, il y a des productrices qui souhaitent faire de cette nouvelle euh, un court-métrage ou un long-métrage, je serais ravi. Voilà. Voilà, on lance les... On lance quoi? Qu'est-ce qu'on lance? On lance les hameçons? Pas du tout. On lance... Je lance. Bye.